évidemment, c'est sur la pêche au feeder. Et on a à nouveau deux très grands champions parmi nous. L'anglais James Robbins, qui a impressionné beaucoup de monde pendant le All-Star Game avec sa démonstration de pêche. Alors, c'était pas du feeder, mais c'était du stick, avec la manière de lancer et d'agréner. Un pêcheur vraiment exceptionnel en rivière en particulier. Enfin bon, il connaît toutes les techniques de pêche, mais en rivière, si vous avez des questions sur la pêche au feeder en rivière, là, vous avez l'homme parfait pour ça. Donc, James Robbins. Et évidemment, le deuxième, c'est, je crois que je l'ai déjà dit, j'hésite pas à le dire, c'est le meilleur pêcheur français au feeder actuellement. D'abord, il suffit de regarder le palmarès, 3 fois champion de France, qui vient de remporter son 3e titre cette année, membre de l'équipe de France, vice-champion du monde l'année dernière à Rieux. Ah bon, voilà, c'est le meilleur pêcheur actuellement au feeder, donc c'est pareil, vous pouvez lui poser toutes vos questions. On va faire comme sur toutes les conférences. Je vais aller dans la salle, je vais poser des questions, mais je vais déjà peut-être lancer le débat, parce que au début, les gens hésitent à poser des questions, c'est toujours pareil. Donc, on va peut-être commencer par parler de la longueur du paddling. Allez, on va commencer par le bout de la ligne, la longueur du paddling au feeder, parce que c'est un élément évidemment très important, et de savoir comment est-ce que chacun détermine la longueur de leur paddling. Déjà, est-ce qu'il commence avec une longueur déterminée à l'avance? Est-ce que c'est toujours 60 cm, toujours 70 cm, ou est-ce que ça dépend du lieu? Enfin bref, ils nous parlent un petit peu de la longueur de leur paddling en fonction de l'endroit où ils pêchent, si c'est une rivière, un lac, etc. Donc on va commencer par Johan, le temps que David... Hein? Ah, honneur aux invités alors. Messieurs les Anglais, tirez les premiers. Donc vas-y David, tu traduis à James, et c'est lui qui va commencer. James, the question is, who the stopping points on river, lake, what is better for them? So, wow, it's a big subject, as you said. I would first consider the species that I'm fishing for. So, if I'm fishing for small fish, quick biting fish, typically I'd use a short hook length. Obviously, also some rigs for carp fishing, you're going to use a bolt rig and a short rig with a hair rig. So, my first consideration would be that, and also, do you want to say that first? Pour James, la première chose qu'il faut penser, c'est le poisson ciblé. Si c'est des petits poissons, il faut favoriser les paddling un peu plus courts, des pêches rapides, des gardes longs d'athlètes. Ou encore les carpes, il faut pêcher avec des montages courts ou ferrants, les méthodes filières, un paddling plus court. Mais pour lui, le point de départ, c'est le poisson recherché. But a statement to make is, I think I typically use longer hook lengths and lots of people, especially when I'm fishing for bigger fish. So that could be on lakes and on rivers. So when I'm fishing for bigger bream, fishing for chub and barb on rivers, I love to use a very long hook length. I think, yeah, more than a metre, so like 1.5 metres sometimes, especially when the water is clear. Ils disent, contre les tendances modernes de pêcher en peu court, lui, il favorise les paddling assez longues. Même en arc, on peut dire, mais longues 1m25, 1m30, surtout dans les eaux claires. Ils cherchent des barbeaux, des cheveux des eaux claires. Il est mieux avoir un paddling, je dirais, de nos jours, assez long, quoi. 1m50, 1m30, mais qui dépasse le mètre, en point de départ. And David, just to conclude, a good trick or a tip is if you're missing bites, shorten the hook. If you're not getting bites, then thin the hook. Mais il donne un conseil qui est vrai toujours aujourd'hui comme il y a 30 ans. Si tu mords des touches, tu fais des touches rapides, raccourcir le paddling. Si tu n'as pas des touches, tu ne vois pas les touches, on va allonger le paddling. C'est un petit. Johan, le deuxième invité quand même. Ça marche? On m'entend? Ouais. Alors, il y a des choses qui sont un petit peu différentes en fait pour mon cas. Donc on va parler de compétition dans un premier temps, même si voilà, c'est valable aussi en loisir. Je commence toujours à des paddlings assez longs au début, parce que j'ai besoin de prendre en fait les poissons qui arrivent très vite, même peut-être des petits poissons ou des gros poissons. Si c'est des petits poissons, ils vont arriver, je préfère avoir un paddling pour les prendre, mais si c'est des gros poissons, pour pas éviter les louper, je préfère justement qu'ils s'engagent plus facilement. Voilà. Et plus ça mord, plus je dois raccourcir mon paddling. Parce qu'il y a une compétition alimentaire et les poissons viennent manger dans la cage. Et là, ça permet d'avoir les touches beaucoup plus vite.
de prendre les poissons aussi plus sur le bord pour éviter de perdre du temps, et moins les couper aussi quelque part. Après, je suis totalement d'accord avec ce qu'il a dit au début, de vraiment choisir sa longueur de la ligne en fonction du poisson ciblé aussi. Si on sait que sur le zone de pêche, il n'y a que des petits poissons, bon, il n'y a pas forcément besoin de mettre un long à ligne, parce qu'on sait qu'on va pêcher ça, et ça va éviter de perdre du temps aussi, tout simplement. Parce que plus ça va, plus on peut se permettre de pêcher avec les balines courtes. Donc en longueur, tu dis combien pour démarrer? Tu as déjà parlé d'un baline assez long, effectivement. Ouais, c'est logique pour. Environ 80 cm, on va dire. Après, s'il y a du courant, je peux mettre 1,20 m, parce que justement, ça va chercher dans la coulée, on peut se permettre. Enfin, c'est un autre débat, mais on peut mettre une cage qui roule un peu. Et moi, je préfère justement ne pas avoir une cage qui roule et avoir un baline plus long pour être plus réactif au niveau des touches. D'accord, donc on commence avec un baline assez long, pour les premiers poissons carides qui sont assez mobiles, qui cherchent un petit peu les èches, et puis plus les poissons se fixent sur le coup, plus on raccourcit le baline. Ça paraît assez logique. Alors je vais voir s'il y a des questions tout de suite, sinon moi j'en aurai d'autres à vous poser. Ah ben non, il y en a une. Alors on y va. J'ai vu à travers Alan Scotton qu'on a tendance à mixer les diamètres des nylons sur un seul et même baline pour faire jouer la rigidité et empêcher les emmêlements. D'accord, donc les balines composées de deux nylons de diamètre très différents, une première partie avec un diamètre assez fort, et puis en fait, simplement la pointe du baline elle-même avec un nylon plus fin. Est-ce que vous le faites? Et si oui, pourquoi? Et sinon, aussi pourquoi, évidemment. Allez-y, commence Johan. Ouais, ok. Alors, je le fais surtout pour les pêches mécaniques. Donc les pêches mécaniques, soit les gardons, soit les plaquettes qui vont avoir tendance à mordre en l'air, donc décoller. Parce qu'en fait, un fil plus gros va permettre de ralentir la descente. Et aussi, ça correspond à ce que vous venez de dire, que ça permet les emmêlements. Après, moi, je pense aussi à ça, c'est que la cage est une source en fait de casse. Et les petits poissons, on peut les pêcher 10, 12 centièmes. Et je préfère avoir un fil en 14 ou en 16 autour de ma cage plutôt qu'un 10 ou un 12 pour éviter ces problèmes-là. Et si ça prend trop, le fil brille, voilà. Il y a tout plein de petits paramètres comme ça qui font que. Parce que après, de l'autre côté, à 80 cm ou 1 mètre de 10 centièmes, personnellement, je ne vois pas à quoi ça sert. Aujourd'hui, si on prend la comparaison avec les lignes au cou, les très bons pêcheurs, ils mettent des corps de ligne en 14 voire 16 centièmes et ça ne les empêche pas de mettre un baline en 10 centièmes qui fait 12 cm. Donc en fait, on reproduit la même chose. Voilà. So yeah, it's a good question, and it's true. Sometimes I will use a different diameter line from the feeder and then attach my hook length to that. So there's 2 times when I will do that. The first thing to say is most of the time when I'm feeder fishing, I'm fishing in any method competition. So it's not restricted to the rules that we have in some feeder only competition. Bon, je vous explique, c'est une bonne question, et en fait, ils ne sont pas ce système-là, mais il veut dire en Angleterre, les concours sont des concours mixtes et ouverts. Ce n'est pas exclusivement filière, ce n'est pas des restrictions de baline comme on a ici en France ou dans les concours. Lui, son expérience surtout par la pratique que par la réglementation. So 2 of my favourite rigs, one is a paternoster, one is like a bowl rig effect. And the paternoster one, I always use the main line as a section below the paternoster. So I form the paternoster from a loop on the main line. So I always have at least 1 or 2 foot of the main line below. Alors, ces deux montages préférés, un c'est le montage en potence. Lui, il fait son potence avec beaucoup dans le corps de ligne. Il garde toujours à peu près 30-40 cm de corps de ligne après le loop pour faire un point rigide, pour faire en sorte de rentrer là. C'est son même pas. Yeah, so I can attach my hook length to that main line effectively, and the main line is stiffer, and it helps to prevent tangles. So as simple as that. So the bowl rig, when I'm using a longer hook length, particularly if I'm fishing in a snaggy area or when I'm fishing for fish like children barb or hard fighting fish, I like to have a section of heavier line below the swivel, because I use a swivel at the bottom of my bowl rig. So that could be this kind of distance. Obviously, if I'm using a short hook length, I'll shorten that down. But when I'm using a longer hook length, I want it's this much heavier for the same reason. It's stiffer, more robust, and then I can attach my hook length to that.
Et ce deuxième montage, c'est le montage porte-ferrand, montage porte-ligne en fait. Et lui, se sert également d'un brin de 45 cm, 50 cm de fil plus solide pour la même maison, pour faire anti-mélange. Et surtout, on va dire, pour le système d'adhésion. Parce que souvent, on fait des travaux au fond, souvent des boules, des rochers, c'est tous les histoires. Le montage paternostère, le premier dont il a parlé, c'est effectivement, on le réalise assez simplement, parce que je ne sais pas si les gens ont parfaitement bien compris, vous faites simplement une grande boucle avec votre corps de ligne en nylon, et vous coupez cette grande boucle par le milieu de la boucle, un petit peu sur le côté, et en fait le petit brin qui reste vous sert de potence, et vous vous retrouvez avec un bout plus long, toujours du même diamètre, qui sert un petit peu à la même chose que la partie torsadée qu'on peut avoir sur les montages coulissants. Mais le fait est que ce montage est beaucoup plus simple. Il suffit de faire une boucle et de la couper pour avoir un montage instantané, sauf que c'est un montage qui est fixe. La potence, elle n'est pas coulissante. Et évidemment, en France ou au niveau international, on est obligé par les règlements de pêcher avec des montages coulissants. Donc c'est pour ça que Johan n'utilise pas sûrement ce type de potence fixe. En tout cas, dans les compétitions, on l'espère. Je vais corriger ce que tu vas dire quand même. En France, on a le droit de pêcher en potence et en hélicoptère. Oui. Donc, moi, après, moi, ce que j'appelle, tu sais, Nico, j'ai fait beaucoup de surfcasting. Donc, j'ai été forcément sujet à beaucoup de différences dans le montage. Le montage qui l'explique, qui est très connu depuis des années. En fait, moi, je ne fais pas la même chose. Je reproduis en fait ce que je faisais avant en mer. Donc, je fais deux nœuds en 8 en fait, environ à 15 cm de montage. Et je viens en fait placer mon baline en fait entre ces deux boucles. Et je fais une torsade sur le côté qui va permettre en fait de décaler mon baline. Et comment tu attaches ce baline, cette boucle? Tu fais simplement un boucle dans boucle avec un nœud? En fait, j'ai ma boucle et je viens passer comme si je faisais un baline dans un baline. Un boucle dans boucle, voilà, sur la grande boucle. Tout à fait. C'est très clair. Alors par contre, je précise quand même quelque chose. Ça, c'est valable pour les appâts comme des vers de vase ou des asticovores qui par la pointe, parce que si vous mettez des asticovores, là, vous allez vous retrouver avec un truc collé au corps de la. Ou alors, il faut ramener un poisson à chaque lancée. On va parler, je vais reprendre des questions à thème, on va peut-être en profiter maintenant pour parler des cadres. Parce que j'ai eu pas mal de questions aussi suite à la compétition au West Target. J'ai eu pas mal de gens derrière toi, mais aussi derrière Jeff, je l'ai dit, parce que tu as terminé quand même deuxième, je le rappelle. Donc tu as utilisé quelle longueur de canne et comment tu détermines la longueur de canne? Alors toi tu utilises des cannes de la nouvelle marque sur le marché français, en tout cas MAP. J'ai eu l'occasion de pêcher avec, c'est vraiment des petits bijoux, mais les gens étaient assez surpris de devoir utiliser des cannes qui semblaient super fines, pas très longues, alors que c'était quand même des gros poissons, c'était des barbeaux et des cibles, quoi. Donc comment tu détermines la longueur de la canne? Et je vais même extrapoler peut-être le choix du sion. Est-ce que tu utilises des sions en fibre de verre ou pas du tout, que des sions en carbone, etc. Donc longueur de canne et type de matériaux de sion, parce qu'il y a des gens qui disent que les sions en fibre de verre sont plus souples, donc plus sensibles que les sions en carbone. Est-ce que tu es d'accord avec cette affirmation ou pas? Je vais commencer par la longueur des cannes. Moi, je suis adepte des cannes courtes, parce que c'est beaucoup plus facile déjà pour épuiser un poisson, c'est plus maniable. Donc j'essaie toujours de pêcher avec des cannes les plus courtes possibles. Alors, bien sûr, on ne va pas parler de cannes de 3 mètres pour pêcher à 50 mètres, bien sûr. Mais aujourd'hui, sur le marché, il y a des cannes de 3 mètres 30 qui sont très souples, très paraboliques, mais qui ont du gaz en fait, ils ont de la réserve de puissance. Et même pour pêcher des brins, il n'y a aucun problème. Donc je préfère pêcher avec des cannes les plus courtes possibles, les plus light possibles, et par contre qui me permettent quand même de pêcher aisément s'il y a du vent ou si je veux pêcher un petit peu loin. Après, sur le cas de la compétition ce week-end, enfin vendredi, j'ai utilisé une canne de 3 mètres 30. Alors pourquoi light? C'est parce que l'eau était très claire. Après, moi je ne suis pas habitué à pêcher avec des gros bateaux, genre 18-20 centièmes, parce que chez moi je n'ai pas des îles, j'en ai pas, des barbeaux, j'en ai pas. Mais j'ai essayé, dans ma tête, je voulais trouver une combinaison pour pouvoir prendre des gardons, des brèves, des îles et des barbeaux. Donc il y avait un petit peu de courant, il fallait pêcher en 40 grammes,
j'ai utilisé un baling en 14,5, c'est pas fort du tout, parce que c'est des balings qui permettent de pêcher des plaquettes et des gardons chez moi, pas de souci. Mais grâce au fait que j'ai une canne très souple, même si j'ai eu malheur de me faire casser et de décrocher dans un argiola, pour moi c'est ce qui correspondait le mieux. Parce que déjà il fallait pêcher à 16 mètres maximum, et il n'y a aucun problème. Aujourd'hui on voit sur le marché anglais, entre autres, des cannes qu'on appelle des cannes bombes. Donc c'est des cannes pour pêcher au plomb, c'est des cannes qui sont hyper souples, et ça ne les empêche pas de prendre des cartes de 5-7 km. Donc pourquoi on ne pourrait pas pêcher les brèmes et les îles et les barbois? Voilà. J'espère que ça répond à la question. Le temps qui traduise juste pour les longueurs de canne. Ouais. Bah, moi j'ai dit que je préférais pêcher avec des cannes les plus courtes possible en fait en fonction de la distance de pêche. Ouais, c'est la distance qui détermine en fait la longueur de canne. La canne il va rester chez les aimants. Voilà. What tip do you choose, James? What circumstances? What weight of tip? What material for tips? Yeah, okay, so I understood something what you were saying. So for me, my feeder fishing, I don't tend to be fishing for small fish close in because I'll be using a float or a pole. So one thing that I would say is, in the past, when I was younger, we would use a very sensitive tip like a glass tip. But that was before the advent of braid, and braid transformed a lot of feeder fishing. So with braid, you don't need such a sensitive tip because the braid is so direct. Alors, je t'explique qu'en Angleterre, la pêche est un peu différente. Et ces pêches de petits poissons, ces pêches à court et moyenne distance, on peut le faire à la canne au cou ou à l'anglaise dans le concours. Et James, son pêche au filière, c'est plutôt axé pour poissons. Mais il explique que dans le choix des sillons, qu'il y a longtemps, on était fixé par la sensibilité des sillons. Mais la chose qui a changé de nos jours, c'est la tresse. Disons, avec la tresse, tu as moins besoin de cette sensibilité au sillon parce que la tresse est tellement directe. Voilà. So most of the time my tips are carbon, and most of the time I'm dictating the sensitivity of the tip to the conditions. So that could be the wind and the tow on the lake, or when I'm river fishing, the power of the water. So most of the time I'm actually using quite a stiff tip. Alors, James explique que si la tresse, ça supprime le besoin d'avoir cette sensibilité extrême, son choix de sillon, c'est plutôt par rapport aux conditions, par rapport au vent, le courant dans la rivière. Et malgré ça qu'on peut penser, il y a tendance de pêcher les sillons en fait un peu plus fort. Si c'est de la vague, un sillon un peu plus fort, plus faible. Il faut dire que j'ai parlé de quoi il parle parce que c'est lui qui concepteur des cannes qui lance. C'est lui qui, quand je vois ces cannes, et ces cannes sont spécifiquement faites pour la pêche au cuivre, qui est anglaise. Et il y a un choix ici aussi pas, si vous voulez le voir, mais il parle de section des cannes et de choix des sillons dans son idée par rapport aux conditions de pêche. Pour lui, le plus important, c'est le vent, le courant, les vagues, et choisir un sillon qui reste quand même, je dirais, stable dans les conditions. Yeah, and just a simple conclusion. You don't want the tip to be bending around too much because it's redundant. So that's a common mistake, I think. You think that you're fishing with more sensitivity, but you're not. Well, it's hard to explain, but you just want to tension up so you can register and drop that line to it. Any tip that's bent round is not working. So you really need to get it right, and don't be so worried about fishing with a sensitive tip. Ils disent que s'ils voient un défaut dans les gens, ils peuvent pêcher le plus aussi possible, mais souvent à cause du vent ou du courant, leur sillon se plie comme ça. Comme il disait James, si ton sillon est trop plié, ça ne fonctionne plus comme un sillon. Tout va rien, c'est la canne qui fait la touche, pas le sillon. Ils disent qu'il vaut mieux avoir un sillon un peu trop raide et qui reste bien droit, qu'un sillon très souple, dont la tête sensible qui est pliée en deux, parce que ça ne fonctionne pas du tout comme un sillon. Yeah, so what's also important is the rig, obviously. Worry more about the rig, and also a really key thing is the sharpness of your hook. For me, feeder fishing, you want to be using the sharpest tip. Then don't worry about the tip too much because the fish hooks itself. Ils disent qu'un point plus important que les sillons, c'est que ton hameçon soit bien aiguisé et bien piquante. C'est très important au final. On peut mieux penser plutôt de l'hameçon que du sillon, en fait.
Tu nous as pas donné, Johan, toi, ton choix entre des. J'ai vu qu'il y avait des réactions sur certains points relevés par James. Donc, est-ce que toi, tu utilises déjà des sions, parce que c'est pareil, tu utilises encore des sions en fil de verre. Il semblerait que c'est effectivement, comme le disait James, en train de disparaître avec l'avènement de la tresse. Et si oui, est-ce que tu es un peu comme lui à vouloir, à la rigueur, un sion même très rigide, peu importe, parce que les poissons vont expliquer un peu d'eux-mêmes si la son est bien qui colle. J'aurais tendance à dire qu'il y a plusieurs écoles. Aujourd'hui encore, on va poser la question plusieurs fois sur les sons de fibre. Et personnellement, pour moi, un son de fibre, ça sert à rien. Ça sert à rien et ça pose des problèmes. Parce que le son de fibre, c'est très souple et au lancer, déjà, on peut avoir des soucis, ça balance. Avec la tresse, ça peut faire le tour d'un anneau, on peut casser un son, on peut casser un montage, on peut faire plein de choses. Et à contrario, un son carbone classique, donc qui est pour moi le meilleur. Maintenant, il existe des sons carbone creux, qui sont justement très stables et très rigides. Et ça, pour moi, c'est des sons qui sont très fragiles. Et aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de personnes qui utilisent des sons comme ça. Et pour moi, ça ne va pas non plus, parce que ça correspond aussi à ce qu'il dit. Un son souple, c'est pas bon, mais un son trop raide, c'est pas bon non plus, parce qu'on par là. Et pour moi, donc, pour répondre à la question, les meilleurs sons aujourd'hui qui existent, c'est des sons de carbone classiques, pleins, parce qu'il y a toutes les tailles, hein, de 0,5, 1, 1,5, 2, 3, même 4. Il y a largement de quoi faire, largement. Là, ce week-end, j'avais 3 cannes de montée, j'en avais une avec un son d'un demi, un son de hausse. Alors pourquoi un demi, un son de hausse? Ça n'avait aucune importance. Je pêchais canne basse parce que je voulais pêcher justement en dessous des arbres qui passaient au milieu de la rivière. Mais comme je pêchais aussi assez proche de la berge en face, systématiquement, les touches revenaient en arrière. Donc, j'avais pas d'incidence en fait sur la touche prononcée vers l'avant. Voilà. Ça, c'est un point intéressant que tu parles du positionnement de ta canne en rivière, parce que c'est une question qui revient souvent. J'ai vu beaucoup de gens me poser la question derrière James d'ailleurs pendant le Star Game, parce qu'il pêchait avec la canne carrément dirigée complètement vers l'aval. Alors, il est vrai qu'il avait aussi auparavant beaucoup appréhendé pour pêcher au stick, donc j'imagine que c'est parce que les asticots, ils avaient dérivé et qu'ils voulaient pêcher sur le tas d'asticots qui se trouvaient en aval. Mais effectivement, la position de la canne, en particulier en rivière, hein, on peut aborder les temps si vous voulez, mais en rivière, est-ce qu'il faut mettre la canne en l'air, comme on le dit toujours? La preuve que non, c'est ce que tu n'as pas fait. Est-ce qu'il faut la mettre dans le sens du courant? Si j'ai le sens du courant qui va de gauche à droite, est-ce que je dois mettre ma canne à droite ou est-ce que je dois la mettre en amont, dirigée vers la gauche? Vas-y, Johan, commence. Alors, en ce qui concerne la position de la canne pour la rivière, alors oui, effectivement, le mieux, c'est justement d'avoir la canne en l'air quand même pour sortir le maximum de bannières, et ce qui va permettre de pêcher plus léger. Alors déjà, ça va permettre de pêcher un peu à rouler. C'est plus agréable aussi de pêcher avec des cages plus légères. Et il y a aussi un point important, c'est que selon les poissons qu'on pêche, plus le poids de la cage est lourd, plus vous avez de chances de décrocher les poissons en ramenant. Ça, c'est des choses auxquelles on ne pense pas toujours. Après, moi, je préfère pêcher courant vers la droite, je préfère pêcher canne vers la droite, parce que de toute façon, le son plie, donc si le son il fait ça ou s'il est en arrière, il n'y a aucun problème. Alors après, pour reparler de ce week-end, au départ, j'ai pêché canne en l'air, parce que j'ai pêché avec un montage hélicoptère. Je voulais qu'en fait, mon montage évolue un peu au-dessus des herbes, un peu au-dessus du fond, comme c'est des poissons qui naissent plus bas, qui peuvent manger un peu décollé ou des choses comme ça. Mais je ne pouvais pas, parce qu'il y avait vraiment des herbes dans le milieu qui passaient. Et les 10 premières minutes, j'essayais de passer au travers, machin, ça pêchait pas. Donc du coup, j'ai baissé ma canne au maximum, et je me suis dit, de toute façon, c'est des gros poissons, s'il y a une touche, ça va tirer dessus ou ça va revenir, j'aurais pas de problème pour l'avoir. J'étais pas là pour pêcher les gardons, donc je ne me suis pas posé la question. Et que ma canne soit pliée comme ça ou comme ça, pour moi, ça ne va pas avoir d'incidence en fait. Voilà. Mais voilà, le mieux possible, c'est de pêcher quand même une canne en l'air pour sortir le maximum de valeur. Okay, so this is really key, the angle of the rod. I understand. I think this is really important. So normally, if we're talking about rivers and I'm fishing a feeder, I'm going to be casting in front or even slightly upstream. I'm going to have my rudder pointing downstream high,
and I'm going to create a bow. Now this is where you've got some flow, okay? So you want to translate that? On dit James, c'est normalement, on veut dire quelque chose d'idéal, et veut créer une sorte de mou dans la bannière. Oui, l'idéal c'est d'avoir la canne en l'air, tu lances devant, légèrement en amont, tu laisses le fil tomber et tu laisses une arc en fait se fait entre le sillon et le filière comme ça. Et l'idéal de ce de canne soit en l'air et juste légèrement en aval. Yeah, so I want to be able to put the feeder in the position I want, to stay there, but only just. So it's holding in position, it's not moving. And the bow of line removes the pressure from the feeder. Alors pour lui, l'idéal c'est d'avoir le filière qui tient le fond, mais juste. Et c'est pour ça qu'il met de nous cette arc dans le fil, c'est pour le fil se tient, mais avec une résistance en point critique, se tient mais juste. Et ça fait pas trop de pression sur le fil, le fil tient juste, et c'est ça qu'il cherche dans les conditions idéales. So you need to be very critical about the weight of the feeder. And when you have it balanced, when you have a bite, the fish takes the bait, the feeder is dislodged, it goes downstream and hooks itself. The fish is on. Most of the time, the bite is a drop back. It's not a pull forward. Alors, si tu veux l'importance que le feeder soit bien équilibré ou juste, si c'est vraiment fait correctement, le feeder tient juste le fond. Contre la touche, le poisson, il est quand même piqué par le poids de feeder, quelque part, le feeder se déplace, le poisson est piqué tout seul, et la canne se détend. So on Friday, it was a bit more complicated because my main attack was to fish with a float and to loosely end maggots casted. So therefore, my thinking with the feeder was I wanted to put my feeder where the bait was going. So that's why I was casting downstream. Alors ils disent que vendredi, si tu veux, c'était pas atypique, c'est atypique parce qu'il a déjà passé 1 heure et demie à grainer avec des casters, des chenilles, des cloches. Il voulait en fait, dans sa tranche, mettre le feeder où il a mis les estuaires des casters par avant. C'est pour ça qu'il a fait cette décision de pêcher en aval avec canne basse. C'était pas parce que c'est la meilleure façon de procéder, mais c'était parce qu'il a déjà passé 1 heure et demie à avancer là-bas, il voulait pêcher là-bas. So I actually ended up with quite a strange situation where my rod was almost parallel to the bank, slightly high, and I'm trying to get that bow. So even though the feeder is further down the peg, I'm trying to get that bow. One, to remove the pressure from the feeder, and two, because there was lots of leaves and weed coming. If I'd have held my rod up higher, the angle would have brought the line into the flow, and I'd have caught lots of weed. So it was a very tricky situation. En fait, c'est un peu son tour qu'il a fait vendredi. Lui, il voulait recréer cette courbe, cette arc dans le fil, mais vu qu'il pêchait en aval, c'était impossible qu'un autre. En plus, il y avait des failles, des herbes qui descendaient le colon. Alors, c'est un peu en façon spécifique, pas spéciale, que vendredi doit faire ça. C'est à cause vraiment de l'agrénage qui est fait par la bombe et pas parce que c'est la meilleure façon de pêcher en rivière. Yeah, and finally, most of the time, unlike fishing on a lake, when I'm on a river, I don't really want to be at a right angle to the feeder. So I think it would have been natural to put the rod out, fish at an angle above the feeder. And I don't think that's as effective on a river. Obviously on a lake, it's another story. But I want to create that bow for the fish to hook itself and to reduce the pressure on the feeder. Ils disent qu'en lac, l'élément c'est différent. En lac, tu as un angle plus direct, et les sillons se plient plutôt comme ça, contact plus direct, mais il insiste sur le point qu'en rivière, il faut essayer d'avoir un certain nœud dans la bannière pour que le filet soit juste sur le fond, soit éclaté au juste, que le poisson se pique tout seul. Merci. Alors, je vais voir s'il y a des questions par là, peut-être. De nouvelles questions, non? Alors, c'est moi qui... Ah, voilà. J'ai l'impression, en observant les compétiteurs, que généralement les cannes utilisées sont des cannes à action pointe. Je veux savoir la raison, s'il y avait une raison déjà, est-ce que c'était par souci de distance ou de précision avancée? Et est-ce que vous utilisez parfois des cannes à action parabolique en compétition? Alors, c'est une question qui est hyper intéressante. Dans mon cas, moi, j'utilise énormément des cannes paraboliques. C'est vrai. Mais
Si je peux me permettre, on va parler de pêcheurs lambda qui ont une façon de lancer qui sont certainement différentes. C'est moins facile de pêcher loin et c'est moins facile aussi de pêcher précis avec des cannes paraboliques. Voilà, c'est vraiment la gestuelle qui va faire qu'on peut se permettre de pêcher avec des cannes plus souples que potentiellement la normale. Et que ce soit loisir ou compétition, pour mon cas, moi, j'utilise toujours les cannes les plus paraboliques possibles. Après, les cannes raides, oui, quand il y a du vent, quand je veux pêcher très loin, que je veux pêcher très lourd, voire 60, enfin très lourd, c'est pas lourd, hein, mais 60-80 grammes pour pêcher à 80, voire 90, voire 100. On peut pousser vraiment les limites. Et donc là, forcément, on est obligé de pêcher avec des cannes qui sont très nerveuses, qui sont aussi un peu plus grandes, des cannes de 3,90 m, 4,20 m. Ça arrive, mais dans peu de conditions. Aujourd'hui, il y a des produits qui permettent de pêcher à des distances qui sont très raisonnables, on va dire 50 mètres. Pour pêcher déjà propre, 50 mètres, c'est déjà très bien. C'est pas partout aussi qu'il y a besoin de pêcher à 50 mètres. On peut pêcher avec des 3,60 m qui ont des puissances de 60-70 grammes avec des cages de 30-40 grammes, mais je pense que ça va très très bien. J'espère que ça répond à la question. Okay, so again, it's a good question. And in the past, we pretty much always used a tip action rod. Then the new style parabolic actions came, and what I call a progressive action, which is the kind of action that I really use now, 99% of the time. I don't really use a tip action rod anymore. For me, a progressive action, when you can have the technique to cast, you get the benefit, the most important benefit of when you're playing the fish. So you can be fishing with braids, you can be fishing with finer hook lengths, smaller hooks, and you can play the fish with confidence. With a stiff tip, a stiff action rather, it's a bit hairy when you're playing a fish and losing a fish. Bon, je vous explique que par le passé, nous on sert souvent des cannes assez rapides, action de pointe, et les cannes modernes sont action plutôt progressif et parabolique, c'est pas la même chose. Les gens qui favorisent des actions progressives, c'est des actions qui amortissent progressivement le quantité de poisson, un beau poisson qui bagarre, mais il accepte qu'au niveau lancé, c'est plus facile de lancer une canne rapide qu'une canne progressive ou parabolique. Mais par contre, quand tu as des poissons doux, quand tu piques un beau poisson, tu as plus de sécurité avec une canne, surtout progressive, qui n'a pas un point mort, pour la canne qui va plier, va continuer de plier, et surtout avec la tresse, où un contact très direct avec les poissons. C'est important d'avoir cette fluidité dans le blanc, que les cannes se franchissent pas à un certain point. Et que tu as la canne qui plie, et qui continue de plier sur toute la longueur. Yeah, so the benefit is playing the fish, the negativity is it takes a bit more skill to cast. Ils disent l'avantage, c'est le combat avec les poissons est plus assuré. Il y a des inconvénients, c'est pas que tu perds en précision, c'est que les lancers précis soient plus difficiles à effectuer. Il faut une certaine habitude avec un canne un peu plus progressif pour lancer, pour arriver d'être aussi précis. Oui, donc là, ils étaient à peu près tous les deux sur la même longueur d'onde. Au niveau des actions des cannes, vraiment, je pense qu'il y a un truc sur lequel ils ne seront peut-être pas sur la même longueur d'onde, c'est l'utilisation du line keep. Il y a les pêcheurs, on va dire, nouvelle génération, comme Johan, qui utilisent quasiment systématiquement le line keep. On va voir s'il me confirme ça ou pas. Et puis, je pense que James, lui, en rivière, ça m'étonnerait qu'il me dise « je pêche toujours avec un line keep ». Donc, Johan, est-ce que tu utilises toujours le line keep? Si oui, pourquoi? Est-ce que, par exemple, vendredi, tu as utilisé le line keep alors que tu devais pêcher à 15 mètres? Est-ce que c'est utile dans ces conditions? Et puis, on verra ensuite la réponse de James. En fait, donc j'ai clippé mes cannes, parce que je les avais clippées à 16 mètres, et comme je savais que j'espérais avoir des touches de barbeau, j'avais mis un repère, en fait, comme on peut faire à l'anglaise, un repère de distance. Et à un moment, en fait, sans faire attention, c'était déclippé. Et je pense que j'ai pêché peut-être comme ça pendant 1 heure. Et j'ai pas été taper la berge en face. En fait, il y a une question de gestuelle qui s'est mise naturellement. Et j'ai même
quand j'ai pris mes poissons, j'étais pas occupé. C'est quand même mieux, non? Comment? C'est quand même mieux. Ouais, bah c'est mieux, ça. Même si j'avais prévu, ça évite d'être surpris parce que si le poisson il prend le courant ou clairement, naturellement, je vais mettre mon anti-retour. Et de ce côté-là, on va dire que j'ai pas eu de surprise. Ouais, mais bon, là tu pêchais donc à 15-16 mètres. Ouais. Mais sinon, quand tu fais une pêche en lac ou même en rivière, tu pêches, tu dois pêcher à 25, 30, 35 mètres, etc. Oui, je pêche épais. Après, ce qui t'empêche pas peut-être de te déclisser pour pêcher plus loin et de remettre la suite, etc. en cours de pêche. Après, je peux répondre à cette question-là aussi. Si je déclippe et que je veux rallonger, je vais rallonger entre mon moulinet et mon premier radeau. Comme ça, je sais que si je prends une deuxième canne, j'ai la même longueur à remettre. Et je ne fais pas d'erreur. Mais plus les lancers vont être répétés, et plus le mécanisme va être pris. Et en fait, moins on se rend compte qu'on a besoin d'un clip. Moi, je sais, je peux lancer, je lance je bricole un truc en même temps, et naturellement, je vais relever la canne, et quand je relève et je rebaisse, il y a le clip qui se fait à ce moment-là. Que ce soit à 20 mètres, 25, 30 ou 35, ça devient mécanique en fait. Donc je pense que oui, effectivement, dans certaines conditions, le clip, sincèrement, je pense que je pourrais même pas en avoir besoin. Sur des pêches de petits poissons, oui, je vais m'en servir. Sur des pêches techniques, je vais m'en servir. Mais sur des pêches de gros poissons, un gros poisson, ça mange là, mais on ne sait pas si la tête elle est là ou la queue elle est là. Donc sincèrement, c'est moins important. Voilà. So for me, whenever I can, I want to fish it. So, Tout de suite, je dis, s'ils peuvent le faire, ils peuvent pêcher mixé. Si c'est possible, les pêcher mixé. the difficulty is if you're obviously fishing for a hard price, you fish on a marble, where you're going to get a very aggressive bite, and you don't have time to take pretty hard. Or when I talked about this technique of fishing the figure in the river with a bow, because obviously you can't fish a clip because you can take it off to create a bow. So, but yeah, most of the time if I can, I'll use a clip. L'exception, c'est évidemment en rivière, quand tu risques de pêcher une poisson par d'autres, par exemple un géant, tu sais, ou si tu veux pêcher comme expliqué tout à l'heure avec du mouille dans la manière, parce que avec clip, c'est pas possible. Alors, s'il pleut en lac, on a un barrage, il va expulser, un canal, il faut pêcher en rivière, un peu comme on a fait vendredi, il ne faut pas, c'est pas possible de pêcher avec lui. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions par ici? Sinon, on va rebondir peut-être justement sur la pêche de vendredi. Non, pas de question précise. Sur la pêche de vendredi, justement, quel type de feeder ils ont utilisé? Est-ce que c'était des cache feeders ou des feeders fermés? Et quel type d'èche ou d'amorce éventuellement? Je me demande si James, par exemple, a mis de l'amorce ou s'il a fait exclusivement une pêche avec des èches pures, Astico, HMB. Et voir à l'inverse ce qu'a fait Johan. Est-ce qu'il a pêché avec de l'amorce au départ pour acheter du poisson peut-être? Est-ce qu'il a procédé même à un amorçage au départ avec un feeder un peu gros pour faire un table avec les poissons, surtout qu'il était à l'aval, donc pour empêcher les poissons de monter? Enfin bref, quelle a été leur stratégie d'amorçage et surtout aussi le type de feeder qui était lié à cette stratégie d'amorçage? Il y a personne devant qui me veut parce qu'ils connaissent. Donc, je ne vais pas parler en premier vendredi, je vais parler de jeudi. Je suis venu m'entraîner et donc j'ai des barreaux, j'ai des îles, des moines. Et quand j'ai fait mon premier poisson, au bout de 2 heures, donc on était deux, au bout de 2 heures, j'ai fait mon poisson, je relance, j'ai une touche, et les fils de rigueur au-dessus de moi, il prend un poisson. Je me dis, bon, il y a un passage. Mais déjà, je me dis, c'est pas normal. J'ai pas eu de touche avant, il n'y a pas eu de touche. Moi, j'ai des touches, lui, il a une touche. Donc, je dis, les poissons, ils passent. On repêche un peu, peut-être 2 heures après, j'ai une touche, je prends mon poisson, lui, il a une touche. Donc, déjà, dans ma tête, je dis, demain, ça va pas falloir que ça se passe comme ça. Donc, en fait, on a pris 4 poissons. Donc, le vendredi, j'ai eu la chance d'avoir, pas la chance, c'est pas si c'est la chance, mais on va dire que oui, parce que ça reste lunaire. Et le résultat était là. Et donc dans ma tête, je me dis les poissons s'ils viennent, il va falloir qu'ils restent. Donc j'ai pris des brossages d'amorçage, et dans le langage, j'ai mis un tas. Donc j'ai mis un tas avec des brossages, j'ai mis un qui reste au départ. J'ai mis du Galaxy, du Shendy,
du volet. Donc on va dire que l'équivalent d'un minute aussi quasiment. Donc j'ai vraiment mis un dégrossage le plus vite possible pour en mettre le maximum, en me disant si ça vient là, ça reste là, ça ne viendra pas chez les autres. Voilà. Donc, bon, je ne sais pas si c'est ça, mais au-dessus de mon objectif. Après, quand j'ai commencé ma pêche, je me suis dit, de toute façon, la lance, ça ne sert à rien, c'est des îles et des barreaux, même si j'en ai pas chez moi, j'ai quand même les oreilles qui traînent. Et j'en fais comme tout le monde aussi, je regarde des vidéos, des choses comme ça, quand il y a des choses qui m'intéressent. Donc je savais que la lance n'avait pas vraiment d'importance. Donc j'ai commencé mon début de pêche avec des cages de banane, des cages d'asticot, j'ai mis des asticots vivants. Et en plus de ça, la première heure et demie, j'ai égrené régulièrement en disant j'allais chercher les poissons à la coulée. Et au fur et à mesure qu'ils vont remonter, ils vont couler sur mon tas de lèche et je vais serrer les prendre. Voilà. Donc pendant ça, après, pendant 4 heures, c'est quand même 4 heures, je n'ai jamais remis la lance en pêchant. Par contre, quand j'ai eu une heure et demie, j'ai eu 4 conseillers, 4 poissons. Après, ça s'est arrêté. Donc, un quart d'heure, 20 minutes après, je me suis dit, allez, Johan, enfin, après, j'ai remis 3 grosses cages avec des asticots. Et j'ai re-égrené un petit peu. 10 minutes après, j'ai repris un poisson. Donc là, ça passait un résultat, on n'a rien pris. On y remet comme tout à l'heure, on remet 2 grosses cages. Moi, je n'ai pas réégrené. Et puis, un quart d'heure après, j'ai plus qu'un barreau. Voilà, donc je pense qu'il fallait vraiment pas de quart mort pour garder les poissons, il fallait les beaux. Et justement, les grenades, ça m'a servi peut-être de les faire monter de loin le plus tôt possible. Voilà. So, talking about Friday, and I mentioned that our strategy was to start fishing with the float, loose tubing with heavy casters. And in the back of my mind, if I didn't catch on the float, I thought I had a good chance of catching a barbel or an eye or a fish that I was told about, where I think that the feed is settling. So I eliminated using an open end feeder. If I thought it was more green fishing, I would use ground bait with an open end feeder. So straight away I fished a bit more English style with a blockhead feeder. So that was my thinking there. I came down that cap and I was feeding hempen casters. And I like to adjust the ratio of hempen casters I'm feeding. And a good trick also is certainly to feed maggots as well. And actually I only caught one fish, but the night I caught that cast I put maggots in the feed and maggots on the hook. And I think that's a really clever thing with feeder fishing. Don't just keep doing the same thing. Think about, say, the ratio of hempen casters or maggots or casters. J'ai expliqué que cette stratégie pour Andy, ce n'était pas vraiment de pêcher au filet, mais il a commencé aussi, comme il expliquait à l'image. Mais il avait dans sa tête l'idée de pêcher au filet si ça ne marchait pas. C'était pas grave. Alors oui, c'est pas la peine de pêcher avec un filet ouvert, avec un morse, pour prendre les îles et les barreaux. On va pêcher avec un filet Kansan, filet fermé, avec le mélange, voilà, 3 pêches, caster, chenille, asticot. Les styles en cours de pêche, je peux jongler sur les quantités des casters par rapport aux chenilles, par rapport à asticot. Il a fait son île, mais évidemment, il a changé le mélange dans le filet. Il a privilégié les asticots, supprimer les casters, les asticots sont ensemble. C'est tout de suite après qu'il a changé, tac, de la touche. Alors, c'est tout ce qu'on va penser, c'est pas rester fixé sur les mêmes choses. Mais il prend toujours la même cage, le même filet. Tu peux jongler sur la quantité des chenilles, casters, asticot, par exemple, et voir si ça fait une différence. La preuve, c'est qu'il a fait la différence. Yeah, so on Friday there was a good flow. So we could use the lock and Kansan feeder with hempen casters. If it's a bit slower, you need to open up the holes, or maybe even consider a ground bait feeder. Il dit c'est l'avantage, il nous dit, c'est la même du courant. Alors tu imagines, les chenilles et les casters, c'est des échelles aciénaires, quoi. Mais il faut en force de courant pour que le feeder puisse se vider. Et s'il y a un moins de courant, il fallait peut-être pêcher avec la cage, avec préférence pour prévenir de chenilles et les casters, pour que ça puisse s'évacuer. Mais vendredi, dans la chambre, c'est quand même le tour, on avait assez de courant pour pêcher pour ça. Et vous lâchez les tous les plus. Oui.
peut aussi élargir les trous du fil à fermer, soit élargir les trous pour évidemment que le caster chaîne puisse sortir, ou alors passer à un cache-fil. Et je lui explique que pour faire des tubes de blanc, il n'est pas assez compliqué, quoi. Tu prends ton filière, tu prends des ciseaux, et tu tournes des tubes de blanc quand tu veux, quoi. C'est pas compliqué à faire, quoi. C'est pas déjà compliqué. On a vu à la compétition, on a monté ses lignes au bord de l'eau, alors que les autres arrivaient avec des casiers montés, etc. C'était le pêcheur naturel. Il n'y a pas de deux pour tirer, mais pour pêcher. Alors, on arrive à la fin de cette dernière conférence. Je peux prendre une dernière question, si quelqu'un a une dernière question. Non? La dernière question? Oui? Ah. Si c'est de préciser l'avance utilisée, les polés utilisés, et les répondre parce que je n'ai peut-être pas là au début de la conférence. Voilà. Non, pour savoir le type de batterie, la marque de batterie, c'est Siwa ou c'est ça. D'accord, bah écoute, la question, c'est pour toi. Oui, en fait, la référence exacte du fil à balai que j'ai utilisé, c'est du Siwa en max FX, en 14,8. Voilà. Après, j'avais une autre montée en 16,5 et une autre montée en 18,5. Mais c'est 14,8 qui m'a permis de prendre les leçons sur un montage hélicoptère avec un ligne de 80 voire 90 et la leçon un petit peu plus fort. Et donc, en termes d'amorce et de pelés, vous avez utilisé. Oui, j'ai mis quelques pelés au départ à 4 mm. Et les pelés à la buse ou des pelés classiques qu'on peut utiliser pour la carpe. Pour pêcher la salle, aussi l'amorce pour ton. Ouais, alors l'amorce que j'ai utilisée, c'est la change de fil. J'ai pris une amorce noire simple, la tendeur plaque avec de la brème de Romain Foradier à pourcentage égal, quelque chose qui colle, très infime, que j'ai mis la veille pour le travail. Après, j'avais prévu un petit truc en complément, c'est une amorce sèche que je pouvais rajouter en fait dedans avant de mettre dans ma cache-figure pour avoir des petites particules qui partent en fait dans le courant. Mais j'ai pas pêché avec ça pendant les 4 heures de la compétition. Alors juste pour terminer, puisque tu vas parler de ciboire, etc., ça me fait penser au choix entre fluorocarbone et ion. On va terminer avec cette question. Est-ce que quand on pêche au feeder, on doit utiliser du fluoro ou du ion pour faire ses avis? Alors, il y a certains qui disent que le fluoro c'est plus rigide, donc c'est une meilleure détection de touche. Est-ce que c'est vrai? Qu'en pensez-vous? Sur la détection des touches, non. Non, ça n'a pas d'impact. Un baril qui fait 60 cm ou 80, avec un pourcentage d'élasticité qui est différent, ne va pas avoir un impact en fait sur la retransmission de la touche sur le son. Ça, c'est non. Par contre, pour pêcher les gros poissons, je suis partisan de fluorocarbone parce que c'est plus rigide. C'est un comportement différent dans le fond. Par contre, pour une question qui est au début de la conférence, pour les poissons qui mordent dans l'air, j'ai pas besoin en fait de mettre du fluorocarbone. On met un gros fil à un 16, un 18, même à un 20, avec 20 cm de nylon classique en 10 ou 12 centièmes, mais il n'y a aucun problème, ça marche. Yeah, so it's another big subject. On Friday I was fishing quite heavy because it was a snagging peg and I was looking to catch that barbel. So in my opinion, barbel don't care about diameter. So I was using O20 or O22 fluorocarbon, similar to your one. It's a new one called Edge from the UK that's launching soon. It's 100% fluorocarbon. J'ai dit quoi pour les barbeaux, les barbeaux ils s'en foutent du diamètre, etc. Mais par contre, il y a une grosse qui est assez encombrée. On a pêché pour le grain au fluorocarbone, mais enfin, on 22 centièmes. Alors c'est nouveau fluorocarbone, il s'appelle Edge, j'ai même sorti en Angleterre. C'est évident ce qu'il va faire. Mais ça ressemble sur la marque qui est sur la société qui lance, il s'appelle Edge, tout nouveau fluorocarbone. Mais pour lui, le fluorocarbone, il ne faut pas avoir peur de monter assez haut pour les barbeaux. Et pour les pêches de poissons blancs, mettons un lac en étang, est-ce qu'il utilise aussi du fluorocarbone ou pas? I do use fluorocarbon more and more. I like the fact that it's stiff and it's robust, it doesn't spin so much. I tend to use in finger fishing from 014
Oh. Most of the time I'm not fishing too fine when I'm figure fishing because of the fact that if I'm fishing for smaller fish, I'm fishing for them on the float. But I do like the attributes of fluorocarbon and also the more traditional type lines, not pre-stretch lines. Because of the fact that they're more robust and they don't twizzle up so much. That's the other. Je vous explique qu'ils pêchent plus avec le fluorocarbone, même pour les gardons et les vannes, ils pêchent classiques. Mais par contre, ils ne pêchent pas trop fin. Et puis là, ici, il faut pêcher fin et que les photos de pêche côtéa, ou hollandaise. Mais les mêmes fluorocarbone, parce que d'abord c'est plus rigide, mais très important, ça ne vrille pas comme le nylon. Surtout le nylon moderne, ça ne vrille pas, c'est l'avantage du fluorocarbone. Quand tu pêches avec des asticots, par exemple, il y a moins tendance de vriller que la ligne. I do like the fact that it's clear. I think that it is less visible to the fish when it's clear conditions. And I definitely believe that it would fit even with barbel, but definitely chill. I really think it helps. Et il croit aussi que le fait qu'il soit moins visible, ça aide beaucoup dans les eaux claires. Et peut-être avec les barbons, mais surtout que les chevets, c'est plus discret. Et oui, c'est un avantage aussi. Voilà, merci à nos deux champions pour cette dernière conférence sur le festival. Merci James, merci Johan.